procédé à l'ouverture d'un atelier qui consiste à renforcer la capacité de la société civile qui est appelée également à élaborer des rapports parallèles dans le cadre des droits humains en République centrafricaine. Et donc, je profite de cette occasion pour remercier la communauté internationale, plus particulièrement l'Union européenne et la MINUSCA, qui travaillent sans relâche avec le gouvernement centrafricain pour qu'on puisse partager ensemble les valeurs des droits humains en République centrafricaine. Et j'en profite également pour rappeler l'attention des acteurs de la société civile de bien assimiler les mécanismes d'élaboration des rapports de droits humains, pour qu'ensemble on puisse travailler la main dans la main afin de permettre d'avoir une société plus respectueuse des valeurs universelles pour qu'il y ait une paix durable et l'émergence de notre pays. Je suis convaincu qu'à l'issue de ces 3 jours, ils seront bien outillés pour qu'on puisse travailler ensemble dans le cadre de l'élaboration des rapports de différents instruments juridiques internationaux auxquels la République centrafricaine fait partie. Ça fait depuis plusieurs années qu'on travaille vraiment main dans la main avec le ministre de la Justice, de la bonne gouvernance et des droits humains sur les questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Et c'est une étape parmi d'autres. Cette étape, elle s'inscrit d'abord dans une vision nationale, qui est la mise en œuvre de la politique nationale des droits de l'homme, mais également dans la vision de la mission et du commissariat des Nations Unies, d'assurer que la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, de Bangui, mais de tout le pays, soient le mieux outillés pour comprendre les mécanismes régionaux et internationaux et y participer. C'est important parce que ces mécanismes et ces rapports parallèles, ces rapports alternatifs, c'est un bon moyen et un bon mécanisme de construction, de discussion et d'assurer que les mécanismes ont une bonne compréhension de la réalité en termes de promotion et de protection de la Centrafrique, ce qui permet à ces mécanismes de faire des recommandations qui sont au plus proche de la réalité et des besoins de promotion dans chacun des États qu'ils étudient. C'est un grand honneur de travailler ici en ce moment avec la MINUSCA sous le financement de l'Union européenne pour un atelier qui cible les droits civils et politiques et leur mise en œuvre en République RCA. Pourquoi est-ce que c'est d'une telle importance? Parce que la RCA a ratifié le pacte des droits civils et politiques. Et la question c'est maintenant, comment est-ce que ce pacte est respecté et comment est-ce qu'il est véritablement mis en œuvre ou pas? Il faut souligner que tous les pays du monde qui ont ratifié ce pacte ont leurs propres soucis quand il concerne la mise en œuvre ou l'implémentation de ce pacte. Et donc, il est très important d'analyser la situation de chaque pays compte tenu de sa situation socio-économique, culturelle et autres. Donc, je veux dire, le monde entier a ses propres problèmes, soit l'Allemagne, la France ou autre. Il n'y a aucun pays qui se retrouve dans une situation idéale en ce qui concerne le droit civil et politique. Donc, on a besoin d'avoir des recommandations ciblées pour améliorer la situation des droits civils et politiques. La RCA a ratifié le pacte de droits civils et politiques. Ça veut également dire que le pays reçoit régulièrement des recommandations par le comité des droits civils et politiques, un comité qui siège à Genève et qui revoit la mise en œuvre de ce pacte à peu près tous les 7 ans. À ce stade, le comité prépare une liste de thématiques et questions qu'ils vont demander à l'État. Comme le comité ne peut pas se rendre sur le terrain, ça ne fait pas partie de son mandat, ce comité dépend des informations envoyées par les tiers acteurs. Des informations que la MINUSCA, que les Nations Unies, que l'Union africaine, les barreaux, les avocats, la CNDH et, très important, les OST doivent l'envoyer. Donc nous sommes ici pour regarder ce que le comité avait recommandé en 2020, la dernière fois que le comité avait fait des recommandations à l'égard de la RCA, comment le pays a pu mettre en œuvre ces recommandations ou pas. Donc on demande aux OST de nous dire qu'est-ce qui a pu marcher ces dernières années, où sont peut-être des lacunes, quelles lois ont été promulguées,
qu'est-ce qui s'est amélioré entre-temps, où sont peut-être des difficultés et des lacunes. Le but, c'est que le comité comprend cette approche des ONG, qui comprend ce que les ONG pensent de la situation actuelle des droits civils et politiques, sur les outils nécessaires, la méthodologie, la théorie sur ça, et que eux, d'ici fin décembre, avec notre accompagnement, soient capables de rédiger leur rapport. Donc, hier, on a déjà commencé avec la rédaction. C'est très intéressant qu'on a des coalitions qui couvrent des thématiques vraiment diverses, soit l'égalité, il y a un autre groupe qui couvre la thématique des peuples autochtones, un autre groupe qui couvre la thématique de la torture, un autre encore qui analyse la situation des lieux de déprivation de liberté, par exemple les lieux de détention ou les prisons. Donc nous espérons vraiment de pouvoir couvrir les différentes thématiques en ce qui concerne le droit civil et politique et que le comité reçoit des informations de ces ONG. Dans le passé, le comité a souvent reçu des informations des grandes ONG, mais qui ne sont pas forcément basées ici. Donc, le comité tient vraiment à avoir une participation très active des acteurs qui sont sur le terrain. Et le comité porte vraiment nous assure que ces inputs soient d'une très très grande importance. Pour eux, les rapports, la soumission de ces rapports joue un rôle absolument clé pour leur travail. Et donc, comme but, nous, en tant que Centre de droits civils et politiques, notre but, c'est vraiment de montrer aux ONG ici sur place, même si vous êtes loin de la Suisse, vous êtes loin de Genève, mais vos voix sont importantes là-bas. Les experts à Genève ont besoin de vous. Ils ne peuvent pas donner les bonnes recommandations à votre État s'ils ne savent pas ce qui se passe au sein de votre État. Donc, pour pouvoir évaluer la situation des droits civils et politiques au sein de votre État, il est clé d'avoir des inputs divers. L'opinion de l'État, l'opinion de la CNDH, mais également ce que vous voyez sur le terrain. Vous faites des entretiens, vous êtes basé dans toutes les régions, on a des représentants venant de toutes les régions de ce pays, vous faites vos propres rapports, vous avez fait vos enquêtes, vous avez des statistiques, vous avez vos données désagrégées et le comité prend toutes ces informations en compte. Donc, vous avez vraiment un rôle clé et c'est ça mon message clé pour cet atelier. C'est une ONG basée à Genève en Suisse. Je coordonne le bureau Afrique à partir du Togo. Et si vous voulez, notre mandat en tant que CCPR, c'est de faire le suivi de la mise en œuvre d'un des nombreux pactes internationaux. Il y a 9 traités majeurs au niveau international auxquels nos États ont adhéré. Et parmi ces textes-là, importants sur la question des droits humains, il y a un qui s'appelle le Pacte international pour les droits civils et politiques. Et donc nous, en tant que CCPR, depuis notre création, c'est mon travail depuis 12 ans, nous nous employons dans les différents pays où nous allons à montrer aux différentes parties prenantes, à l'État, à la société civile, aux médias et donc à toute la population, quelle est l'importance de ce texte dans l'effectivité des droits civils et politiques dans les pays. Parce que la plupart de nos États, y compris la Centrafrique, ont adhéré à ce texte. Ce que cela veut dire en français facile, c'est que l'État centrafricain, quel que soit celui qui le dirige, et quels que soient les ministres qui sont au gouvernement, se sont engagés à faire des droits civils et politiques une réalité. Que ce soit ici à Bangui, dans la capitale, mais aussi dans toutes les provinces du pays. Cette nouvelle-là, les gens ne l'ont pas souvent. Cela nous a paru d'autant plus important que, au terme même de l'adhésion de la Centrafrique à ce texte, il y a 3 obligations majeures qui pèsent sur l'État. La première des obligations, c'est de s'abstenir de s'immiscer dans la jouissance du droit. Je m'explique. Lorsque le citoyen veut se déplacer d'un point A à un point B, et que l'État
veut l'en empêcher, l'État a alors l'obligation de donner un certain nombre de raisons objectives. Donc, lorsqu'un citoyen veut parler, veut donner son opinion, lorsqu'un citoyen veut adhérer à une association, lorsqu'un citoyen veut aller à l'église simplement adorer Dieu ou aller à la mosquée, c'est une liste de droits qui sont contenus dans le pacte pour les droits civils et politiques dans lesquels l'État ne doit pas s'immiscer. Premier volet de notre message. Le deuxième volet de notre message, c'est que l'État a l'obligation de mettre en place les structures, les institutions et les lois pour que les citoyens puissent donc effectivement jouir de ces droits. Le corollaire, c'est que lorsque une tierce personne veut empêcher un citoyen de jouir, l'État vient maintenant protéger le citoyen. En français facile, et contrairement à ce qu'on voit dans la plupart de nos États, ça veut dire par exemple que lorsque des citoyens veulent manifester, une manifestation de joie à l'issue d'un match de football qu'on a gagné, mais aussi une manifestation de mécontentement, parce que peut-être les prix du pétrole ou du pain ont augmenté, le pacte international pour les droits civils et politiques dit que c'est un droit pour les citoyens. Donc ce que l'État doit faire en ce moment, c'est simplement de trouver les forces de l'ordre pour encadrer la manifestation de sorte qu'il n'y ait pas de débordement de la part des manifestants, mais qu'il n'y ait pas non plus de personnes extérieures qui viennent s'en prendre aux manifestants. Manifester est un droit d'autant plus sacré que lorsque, je vais caricaturer, vous tenez le cou de quelqu'un et que vous empêchez la personne de crier, vous brimez la personne doublement. Non seulement vous n'aviez pas le droit de lui tenir le cou, mais vous l'empêchez d'exprimer son désarroi. Donc, dans la plupart de nos États, notre message à nous, en tant que CPS1, consiste à partager l'information sur ce que le pacte a comme disposition. Et l'un des enseignements que j'ai eu le privilège de faire durant cet atelier, c'est de présenter donc aux participants le contenu du pacte, les droits que le pacte leur donne. Mais c'est surtout de leur dire que dans le système international qui est le nôtre aujourd'hui, ils ont le droit, un citoyen de Bangassou par exemple, en partenariat avec un citoyen de Bangui, peuvent simplement s'organiser et élaborer un rapport sur la base de la documentation des actes de violation qu'ils ont constatés de la part du chef traditionnel, de la part du préfet, de la part du responsable de prison. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la documentation des cas de violation. Lorsque vous faites ça, vous avez une liste, vous avez des éléments objectifs. Vous ne montez pas sur le compte des autorités. Et que vous pouvez envoyer un tel rapport, non seulement aux institutions de l'État, pour demander des explications. Nous, en tant que CCPS, nous vous donnons la possibilité, avec d'autres collègues, d'écrire des rapports qui peuvent aller maintenant à l'ONU, dans le cadre de ce qu'on appelle le comité droits de l'homme de l'ONU. Et lorsque la Centrafrique va maintenant passer, l'État centrafricain, à intervalles réguliers, va à Genève pour faire des rapports sur la situation des droits de l'homme. La Centrafrique est passée là-bas en 2020. Et généralement, lorsque les États viennent, les États disent que tout se passe très bien. Les États vont vous dire, par exemple, que, vous savez, au niveau des prisons, nous donnons de la nourriture à manger aux prisonniers 2 fois par jour. Sauf que, il y a peut-être des défis en ce qui concerne la qualité de la nourriture. L'État oubliera peut-être de dire que, même si les prisonniers ont de la nourriture 2 fois par jour, les prisonniers sont peut-être dans une salle de 4 mètres carrés, ils sont au nombre de 100. C'est ce qu'on appelle la surpopulation carcérale. L'État oubliera peut-être de dire que lorsqu'un prisonnier, à un moment donné, est indisposé et donc tombe malade, il n'y a pas de service d'urgence pour prendre en compte la situation et soigner la personne en détention. Donc, tous les éléments que l'État oubliera de mentionner dans son rapport, il appartiendra à la société civile, aux gens que nous formons, d'y travailler. Nous avons essayé, sous le leadership de la MINUSCA, que nous remercions au passage pour la confiance qu'il nous a faite, et avec l'appui de l'Union européenne, d'outiller ces défenseurs-là. Nous sortons de cet atelier avec l'espoir qu'ils ont compris le message et qu'à part la Constitution de la République centrafricaine, ils vont désormais de temps en temps faire référence
au pacte pour les droits civils et politiques et à d'autres textes internationaux, les 9 traités majeurs, pour revendiquer leurs droits. Ils vont surtout se mettre en groupe, en coalition, pour écrire des rapports, envoyer des rapports aux institutions nationales, envoyer des rapports aux institutions internationales. Et nous, de notre côté, nous, CCPR Centre, MINUSCA peut-être et Union Européenne, ça je ne parle pas à leur nom, mais je parle au niveau simplement de l'équipe d'organisation. Au regard du travail qu'ils font, nous avons la possibilité, lorsque les circonstances le permettent, de les envoyer à Genève pour qu'ils puissent de vive voix partager ces informations avec la communauté internationale. Et lorsqu'ils sont à Genève, nous les accompagnons aussi en leur donnant les meilleurs créneaux, les meilleurs moyens de défendre leur cause. Pour que, à la 3e étape maintenant, lorsque des recommandations vont être formulées à l'État centrafricain, que voilà, ils soient mis en œuvre. Je précise pour terminer que c'est ce processus d'élaboration de rapport que nous sommes en train de faire et que nous espérons que dans les semaines et les mois à venir, le bon groupe de défenseurs que nous avons formés sera apte à élaborer des rapports. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord féliciter nos partenaires qui ont eu l'idée de venir renforcer notre capacité, nous, les acteurs, défenseurs des droits de l'homme, de la société civile, pendant ces 3 jours, qui nous ont beaucoup édifiés. Surtout dans un premier temps, sur les rapports internationaux des droits de l'homme, pour nous permettre de collaborer avec le mécanisme des droits de l'homme internationaux et nationaux. Vraiment, c'est une expérience que nous avons beaucoup louée et ça va nous aider beaucoup plus à aller sur le terrain. Comment faire nos rapports et aider pour le développement de notre pays, parce que nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de cas de violation des droits de l'homme en République centrafricaine, notamment les détentions illégales d'armes, les arrestations arbitraires, beaucoup de choses que je ne peux pas tout citer ici. Vraiment, cette occasion par nos partenaires nous ont permis de renforcer nos capacités pour être aptes sur le terrain et pour bien faire nos rapports et également des plaidoyers auprès du gouvernement et des institutions internationales.